compte bien le niveau. Hein. Le deuxième intervenant est M. Robert Laplante, qui est venu sur moi. Sociologue de formation, Robert Laplante est directeur de la revue souverainiste d'Action nationale depuis 1999 et du magazine Le cahier de lecture consacré à la recension des essais québécois. Il a notamment publié Revoir le cadre stratégique, demandant une révision de la stratégie publique. Il dirige l'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC, vient de publier sous sa direction la privatisation de l'énergie éolienne et la mission d'Hydro-Québec. On se parle de la mission. Bonjour tout le monde. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous quelques éléments d'une réflexion qui va devoir alors poursuivre intensément au cours des prochains mois, parce que ce qui est en train de se jouer sur la transformation d'Hydro-Québec et sur la place d'Hydro-Québec dans l'organisation de l'offre de l'énergie pour les Québécois, ça engage notre développement certainement une ou deux générations. Ça ne peut pas être fait à la légère et ça ne peut pas non plus être fait dans le contexte de précipitation auquel nous avons malheureusement assisté au cours des derniers mois. Hydro-Québec est effectivement une institution phare dont les assises ont été posées, et Michel les a bien décrites, ont été posées au début des années 60 dans une logique émancipatoire. Hydro-Québec, avant d'être une société d'État tournée vers la production et la distribution d'énergie, c'est d'abord un instrument d'émancipation. C'est un instrument de construction de la justice sociale. C'est effectivement une dimension du providentialisme. Les écarts tarifaires entre Montréal et la Gaspésie, qui était une aberration absolue. Mais Hydro-Québec, ça a été également, dans ce rôle émancipatoire, un instrument important de structuration du territoire. Structuration du territoire par le déploiement de ses équipements de production, par le déploiement de son réseau de distribution, mais aussi par ses ambitions et ses pratiques de développement régional. Hydro-Québec, dès le départ, était soucieuse de faire naître des filières industrielles d'approvisionnement et de les faire naître dans les régions où elle a ses centres de production et distribution. À cet égard, Hydro a longtemps pratiqué une chose qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire à l'ère des traités de libre-échange, une politique d'approvisionnement préférentiel qui accordait une prime aux fournisseurs québécois. Est-ce que c'est toujours le cas? Au cours des 3-4 dernières années, on a vu arriver beaucoup d'anecdotes qui nous permettaient déjà de soulever des doutes. Là, maintenant, nous ne soulevons pas des doutes. Maintenant, nous avons travaillé dans un matériau qui sème l'inquiétude. C'est le projet de loi qui a été déposé cette semaine par le ministre Pierre Fitzgibbon. Est-ce que ce projet de loi est congruent avec ce qu'on pourrait appeler le pacte de l'électricité, c'est-à-dire cette communauté d'orientation vers les politiques de type keynésienne et l'État interventionniste providentiel? Pour l'instant, ce que nous en savons, puisque c'est tout frais, c'est un énorme pavé, c'est une loi qui tient dans 50 quelques pages, et il y a tout lieu de se mobiliser pour convier les plus larges couches possibles de la population à s'approprier ces questionnements-là, à comprendre
et étudier ce qu'il y a dans cette proposition. C'est un projet de loi qui est très touffu et qui est très habilement tricoté pour rendre difficile la compréhension des choix stratégiques. Et de ce point de vue-là, inutile de sombrer dans les théories du complot. Il suffit de lire pour comprendre que dans cette proposition, il y a un certain nombre de non-dits et de choix implicites qui ne sont finalement évidents que pour les spécialistes. Ça, évidemment, ça complique énormément le jeu parce que ça rend plus difficile le débat démocratique. Et c'est pourtant la tâche à laquelle il va falloir s'attaquer, c'est de déshabiller le monstre. Hydro-Québec, depuis plusieurs années, c'était à toute fin utile un bateau-ivre. On va prendre l'image du célèbre poème. Et ça a été, pour beaucoup de nos concitoyens, c'est encore le cas, toujours décodé avec un capital de sympathie et une puissance symbolique avérée. Hydro-Québec, c'est un motif de fierté encore très largement répandu, même si ça grogne sur le service à la clientèle. Mais pour l'essentiel, les Québécois avaient sur leur écran radar deux instruments pour mesurer ce qu'ils appelaient le degré de satisfaction à l'endroit d'Hydro-Québec. C'était le tarif résidentiel, donc la dimension providentialiste, et les emplois créés par les barrages, créés par les gravats. Ce sont des aspects éminemment importants, mais qui ne trouvent leur sens que dans l'architecture institutionnelle sous-jacente, que dans le rôle que ces éléments-là tiennent dans la place et la vocation d'Hydro-Québec dans l'économie du Québec, dans le modèle de développement du Québec. Les Québécois, à cet égard, sont restés assez indolents. Au fil des dernières années, c'était véritablement le bateau-ivre. Au gré des changements de cap, des changements de présidence, c'était tantôt d'inquiétants surplus. Là, c'était à ce point préoccupant qu'on pensait que le Québec ne pourrait pas absorber toute cette énergie et qu'il était essentiel de faire de l'exportation et de trouver dans les marchés américains des points d'exutoire. Tantôt, ce surplus-là, c'était la spirale de la mort devant la montée des énergies renouvelables et de la capacité de production de ou les atermoiements d'Éric Martel, un dossier spécial dans l'actualité. Il n'y avait pas à se demander si, franchement, on ne s'était pas trompé à maintenir Hydro-Québec. L'avenir, la technologie, tout ça servait à nourrir des interrogations sur la légitimité de maintenir ce navire amiral à flot. Tantôt, récemment, c'était devenu le Dollarama de l'énergie. Le débat sur Hydro-Québec, là, c'était de l'énergie à bon prix, à très, très bon prix. Et ça a donné lieu, au fond, cet affrontement entre Sophie Brochu et le gouvernement de la CAQ, ça a donné lieu à cette formulation extraordinaire, Dollarama d'énergie, où essentiellement, ce qui se jouait derrière les portes closes, parce que Mme Brochu elle-même n'a jamais été très explicite sur les motifs fondamentaux et opérationnels justifiant cette mission, mais on a compris que ce qu'il y avait derrière cet affrontement, c'était un désaccord profond, non seulement sur la politique industrielle que devait soutenir Hydro-Québec, mais sur la place d'Hydro-Québec dans le modèle de développement du Québec. Aujourd'hui,
la CAQ a tout à coup eu une révélation. Rappelez-vous qu'il y a 6 ans à peine, c'était même pas dans la plateforme électorale de la CAQ, c'est la décarbonation qui, tout à coup, devient le manteau de légitimité d'Hydro-Québec. Alors, la décarbonation, elle a malheureusement le dos large. Que, comme l'a reconnu le ministre Fitzgibbon lui-même, c'est à partir de 2019 et avec la lecture du rapport de McKinsey, que tout à coup, il découvre qu'il y a, avec les énergies renouvelables et la montée des enjeux autour de l'électrification de l'automobile et du développement, qu'il y a une avenue d'affaires extraordinaire. Et là, tout à coup, il faut décarboner. Pas décarboner l'économie du Québec d'abord, il faut décarboner. La décarbonation a le dos large et on joue admirablement d'ambiguïté sur est-ce que la décarbonation c'est un instrument de remodelage du modèle de développement ou est-ce que c'est un marché, un ensemble d'occasions d'affaires qui se présentent dans le marché de l'énergie. Bon, la question c'est est-ce que notre bateau risque de devenir le Titanic? C'est par l'analyse du projet de loi et de ses liens avec le plan Sabia au Québec qu'on va le voir. Les icebergs que le Titanic est susceptible de faire vivre, ce sont les formidables occasions de marché qui se dessinent à l'échelle continentale. L'énergie du Québec, son hydroélectricité, mais aussi son potentiel sur les autres dimensions du portefeuille énergétique, la biomasse, la biothermie, le solaire et surtout l'éolien, c'est convolé. Ce n'est pas seulement un atout pour le Québec, c'est un atout pour tous ceux qui nous veulent du bien, qui veulent notre bien. Et c'est à l'égard de la place de cette demande externe qu'on peut comprendre quelques-unes des intentions qui se décident derrière ce projet de loi. Il faut le reconnaître, le ministre Fitzgibbon est un excellent communicateur. Il est aussi la figure debout d'un gouvernement qui ne se cache pas d'accorder la primauté au marché et au privé. Il réussit même, tellement il est vertueux, il réussit même à faire parler les morts. Quand il s'agit de justifier la part du privé dans le projet de loi et dans le plan Sabia, le voilà qu'il invoque René Lévesque. À l'encontre du reste de toute les évidences historiques, tout à coup, René Lévesque serait d'accord avec les orientations. C'est habile, parce que c'est justement de jouer sur le sentiment de fierté nationale qui inspire à l'ensemble de nos concitoyens. C'est une opération de communication absolument réussie, ce projet de loi. Parce qu'il a réussi, moins à ce moment-ci, parce que ça il a réussi à faire porter toute l'attention sur la question des tarifs. Prenez les médias là, des 3 derniers jours, ce ne sont que des spéculations, des considérations, des inquiétudes, des tergiversations sur le droit annoncer que pour l'instant les tarifs sont figés, mais ça va être 2026, après ça, est-ce que c'est l'électoralisme, le prochain gouvernement, etc. Tout ça, finalement, ce sont, comme disait Jacques Parizeau, des paroles verbales. Dans les faits, c'est essentiellement un spin réussi, avec en sous-texte un deuxième spin qui a marché très fort à la presse en particulier.
qui est cette idée que Hydro-Québec, maintenant, nationalisait l'énergie. Le Cuba du Nord, la fois. En fait, Hydro-Québec n'a pas nationalisé l'éolien. La clé se trouve plutôt dans la compréhension qu'on peut faire de l'économie politique sous-jacente à ce que Hydro-Québec va faire et à ce que la loi va lui permettre ou lui imposer de faire. Sous réserve d'analyse plus approfondie, là, on peut déjà identifier au moins deux registres dans lesquels on peut comprendre ce qui est en train de se jouer. D'abord, celui des justificatifs et des brefs que le privé va faire dans la production et la distribution de l'électricité. Alors, de ce point de vue-là, ce n'est pas tant l'augmentation des tarifs que ce qui les justifie qui est la question. Quand on parle d'une augmentation spectaculaire de la demande, c'est la demande de qui? La demande de qui et pourquoi? Là-dessus, notre cher ministre ne se peut plus. Il nous répète à satiété que des projets arrivent sur son bureau, ça s'empile. Il a un succès d'offre, on imagine, à Davos, où finalement, tous les gloutons de la Terre convoient un pactole aussi intéressant que ce que peut offrir Hydro-Québec. Qu'est-ce qui justifie cette demande? Qu'est-ce qui justifie l'effet que le vote a pris? C'est le premier grand registre de questions. Le deuxième, c'est que devient Hydro-Québec dans cette demande-là? Hydro-Québec, c'est la colonne vertébrale de l'économie nationale. Ou est-ce que c'est plutôt un géant dans le marché continental de l'énergie? Qu'est-ce qu'on veut en faire? L'accroissement de sa capacité de production, il est arrimé à quoi? Est-ce qu'il est arrimé d'abord à la décarbonation du Québec ou s'il est arrimé aux occasions d'affaires que rend possible une politique industrielle centrée sur l'attraction des investissements grands? Vous promenez à Bécancourt ou même ici, vous voyez qu'il y a déjà une orientation claire qui se dessine. Une partie importante de la demande ne vient pas de la dynamique interne de la société. Je rappelle que les principaux éléments qui donnent notre bilan carbone, c'est le transport, c'est l'habitation, c'est la production industrielle et finalement l'agriculture. C'est ça que nous devrions avoir d'abord en tête comme critère pour savoir si, dans le modèle que nous voulons donner à l'intervention d'Hydro-Québec, on va atteindre ces objectifs-là. On entend plutôt, et c'est sous couvert de messianisme, et ça, dans la tradition canadienne-française, ça a toujours occupé une large place, là, tout à coup, on deviendrait des missionnaires de la décarbonation de l'Amérique du Nord. Il faudrait qu'on pense que ça va avoir un effet à San Francisco, qu'on va alléger les problèmes de l'Idaho. Il n'y a aucun doute que le Québec doit faire sa part dans l'effort mondial pour la décarbonation, mais faire sa part, c'est d'abord balayer en avant de sa porte. Alors, il y a 4 éléments sur lesquels je veux attirer votre attention, qui constituent, à une première lecture, 4 points enfoncés dans ce qu'on pourrait appeler le pacte de l'énergie. 4 éléments qui sont en train de faire craquer ce que les Québécois pensent encore comme étant un acquis inévitable. D'abord, premier élément, c'est la concentration extraordinaire
les pouvoirs dans les mains du ministre. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est un élargissement peu commun de son pouvoir discrétionnaire sur, pas l'Hydro-Québec, sur l'Hydro-Québec Production. Ça, c'est un élément majeur, parce que ce qu'il a présenté comme étant le contrepoids pour l'affaire des tarifs, c'est la Régie de l'énergie. Or, la Régie de l'énergie, il n'y a pas d'autorité sur l'Hydro-Québec. La Régie de l'énergie a une autorité sur l'Hydro-Québec Distribution. Dans le fond, essentiellement, Hydro-Québec et la Régie, ça va être tout simplement un jeu de souk à la porte pour civiliser le privé, pour limiter l'expression des amitiés. Ces pouvoirs discrétionnaires du ministre ont un impact direct sur l'approvisionnement en énergie. C'est ce qui explique ces états d'âme avec les projets qui s'empilent sur son bureau. C'est lui qui décide qu'il va octroyer à tel ou tel projet tant de mégawatts, ce qui passe la commande de l'Hydro-Québec. Et d'autre part, le gouvernement lui-même, et ça c'est pas dans le projet de loi, mais c'est un élément fondamental dans la conduite des affaires, le gouvernement du Québec peut bonifier sa capacité d'attraction par d'autres interventions, des subventions en provenance directement du ministère des Finances. Fait que, il ne faut pas juste regarder les concessions faites à l'industriel sur le tarif L ou sur toute autre forme de concessions sur l'approvisionnement. Il faut aussi voir quel est l'autre volet de la contribution du gouvernement du Québec. Donc, c'est une concentration importante des pouvoirs, sans contrepartie. Il faut viser évidemment sur l'Assemblée nationale, mais il reste que par rapport à notre tradition de gestion de l'énergie, il y a un élément qui vient de, sinon de disparaître, du moins d'être considérablement réduit. Le deuxième morceau, qui est certainement plus inquiétant, c'est que le projet de loi consacre un régime dual dans la politique énergétique du Québec. Dual, privé-public, qui produit un territoire qui est clivé. Ce qu'on a appelé la nationalisation de l'éolien, c'est qu'Hydro-Québec vise le développement éolien, se réserve le développement éolien sur les terres publiques. Le privé, lui, a le Québec habité et les terres privées comme terrain de jeu. Ça, c'est une dualisation qui confère au privé un pouvoir d'influence et d'intervention majeure sur l'aménagement du territoire. Le premier endroit où cette pression-là s'exerce de manière éhontée, c'est sur la protection du territoire agricole et sur l'aménagement du territoire. Les initiatives que le privé se verra autoriser vont essentiellement compromettre la capacité des collectivités locales et régionales de se doter de systèmes énergétiques intégrés et décentralisés. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un éléphant dans le milieu du terrain. Il y aura été des projets privés tels qu'ils se seront développés dans le cours des choses. Troisième élément, ce clivage-là qui réserve ou octroie au privé un domaine d'intervention, c'est aussi la possibilité de lui, réalité en fait, de lui octroyer une part de la rente éolienne, une part de la rente énergétique
au lieu de dire que l'éolien va produire une rente au service de tous les Québécois, là, on dit qu'Hydro-Québec va faire un bout et on en garde un morceau qu'on va laisser aux promoteurs. L'IREC a publié une étude calculée sur les 4 premiers appels d'offres. Il y en reste encore plusieurs autres qui s'en viennent. Et déjà, là, cette part de la rente, c'est 6,5 milliards. C'est ça que ça nous a coûté. 6,5 milliards de capital qui s'en va à l'extérieur du Québec et qui n'est pas non plus orienté vers les priorités collectives telles qu'elles peuvent être définies par une politique, mais bien plutôt par les intérêts des promoteurs. Ce que ça montre aussi, c'est que le choix des sites d'implantation des unités de production n'est pas fait sur des critères d'optimisation de ses retombées et de sa contribution au développement global du Québec, mais bien plutôt essentiellement aux objectifs de rendement et de profitabilité que se donnent les promoteurs. Les sites ne sont pas ceux auxquels, nécessairement, il faudrait accorder priorité. Alors, il y a 2 notions qui sont dévoyées dans le projet de loi. Elles sont déjà sur le territoire. La première, c'est celle de l'autoproduction. Là, le projet de loi autorise ce qui se fait déjà, l'autoproduction, mais là, c'est l'autoproduction hors site et avec des tiers. C'est le cas du projet PES Canada, où là, tout à coup, il ne s'agit pas de produire de l'énergie sur le site même de l'usine de production d'hydrogène, qui soit dit en passant, a été analysé comme étant un éléphant blanc potentiel, mais là, c'est de déployer 145 éoliennes sur 12 communautés et qui vont être reliées par un réseau privé de transport de l'électricité. Réseau privé de transport de l'électricité, ben, ça vient conforter encore davantage l'élargissement de l'espace d'initiative de l'entreprise privée dans le portefeuille énergétique du Québec, dans la possibilité privée de l'État. Avec tout ce que ça comporte comme entrave sur le territoire. Parce qu'évidemment, ces éoliennes-là vont saccager le paysage. Pour certains, c'est mais 144 éoliennes de 600 000 € dans le paysage, ça va être un autre coup d'œil sur la Mauricie. Et ce sera surtout, avec ce réseau-là, la démultiplication des servitudes sur le territoire. Parce que le réseau de gestion des éoliennes est souterrain. On va enterrer des fils qui permettent de gérer le parc, alors les multiplier les servitudes sur le territoire. Pas pour rien que les agriculteurs sont extrêmement préoccupés parce que ça va donner. Parce qu'évidemment, une éolienne, un chemin d'accès, c'est au bas mot, 75 à 80 hectares de terre agricole qui va disparaître. Plus, évidemment, le reste des impacts sur les communautés. En fait, la loi, telle qu'on la comprend en ce moment-ci, autorise la multiplication des fiefs énergétiques privés sur le territoire du Québec, habité, va devenir une véritable gruyère où les promoteurs de l'académie vont créer un marché autoportant. Parce qu'en plus, le projet de loi autorise ces autoproducteurs, avant de leurs voisins, à se faire courtier en énergie, pourvu que ça n'utilise pas le réseau d'Hydro-Québec existant. C'est une belle bonne, ça. Dans les faits, là,
qu'on comprend, c'est que la création de ce marché-là, c'est la marchandisation qui va devenir littéralement, pour la grande entreprise, une avenue de contournement des choix énergétiques. Dernier élément, lui aussi est extrêmement préoccupant, le projet de loi autorise la cession d'actifs. Il autorise la vente d'équipements de production de 100 MW et moins. Des barrages, ce sont des petites centrales. On nous dit dans le projet de loi que c'est pour permettre aux MRC et aux Premières Nations d'obtenir des revenus autonomes. Bon. Alors, évidemment, c'est un partenariat privé, ça veut dire. Ni les MRC, ni les réserves indiennes ne sont équipés pour bâtir et gérer un parc éolien. Alors, nécessairement, on vient encore une fois fractionner la rente. Les promoteurs privés qui seront associés au MRC ou aux banques indiennes, ben, ils vont se payer. Et il y a de bonnes chances qu'ils se payent une part assez juteuse et qui, de toute façon, est parfaitement superflue. Il n'y a aucune raison pour que le partage de la rente avec les communautés locales et avec les banques indiennes passe par une cession d'actifs. On peut très bien envisager qu'Hydro-Québec conclue des partenariats avec les MRC ou avec les banques et qu'il leur concède des redevances selon un modèle d'équité entre les régions, etc. On peut faire valoir, mais c'est essentiellement de maintenir ces équipements-là dans le patrimoine national. Là, au contraire, on comprend bien que plus vous mettez d'acteurs privés dans les projets, plus vous facilitez l'élargissement de leur espace. L'actionnaire va progressivement aller chercher une partie de sa rentabilité au terme d'une négociation avec les communautés, avec les banques, ce qui veut dire, encore une fois, la participation à la production d'énergie va se faire sur des critères de rendement financier exclusivement. Les actionnaires ne sont pas là pour leurs beaux yeux, ils ne sont pas là non plus pour l'intérêt collectif. Alors, ces quatre éléments-là nous montrent que il y a une congruence entre les choix sous-jacents, entre l'architecture institutionnelle que dessine la loi et un modèle de développement où le développement est d'abord exogène. Il vient de l'extérieur et du marché, plutôt que de l'intérieur et par la société d'État. Donc, on comprend que la décarbonation est au large. Et on comprend aussi que ce que habilement le projet de loi fait, en reportant dans le plan de gestion intégrée des ressources l'élaboration de solutions, ça donne un an, peut-être deux, avant que ça rentre en vigueur, on va voir au cours des mois des projets concrets qui vont être éventuellement proposés. Mais le projet de loi établit la matrice des principes sur lesquels ces projets-là vont être signés. Donc, le jeu, les dés se quittent maintenant. Ce qu'il y aura dans le projet, dans le plan, c'est ce que l'architecture institutionnelle aura défini dans la loi. Donc, si on doit faire une transition énergétique, et le doute, on doit le faire, il faut la faire en gardant en tête que c'est pour faire muter l'économie du Québec, que c'est pour porter
le modèle économique de développement, le modèle québécois, une coche plus haut, pas ailleurs. Et cet exercice de modernisation et de repositionnement doit placer Hydro-Québec au service de l'intérêt national. Donc, Hydro-Québec doit servir à renforcer le contrôle sur la rente énergétique, à renforcer la capacité d'arrimer une politique industrielle avec les ambitions de développement. Or, le développement exogène et passant par la grande entreprise, et là-dessus, il y a un texte magnifique de Frédéric Lorrain, le professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, montre qu'on s'en va dans la direction complètement opposée. Que, au contraire, ces choix-là déstructurent une génération complète d'efforts de politique industrielle. Autre élément extrêmement important, pour que Hydro-Québec joue pleinement son rôle, il faut accroître sa capacité de renforcement des compétences et de développement des filières technologiques. Et de ce point de vue-là, on peut sérieusement se demander ce qu'il va y avoir dans la place actuelle. Quand on voit qu'ils vont faire construire des wagons durables en Inde. Alors, Hydro-Québec peut procéder plus vite, paraît-il, et avec agilité. Ça, on comprend que c'est toujours l'argument. Au cœur de la. Il faut donc garder très vivante l'interrogation sur quel développement et pour qui. C'est ce qu'on va devoir faire au cours des prochains mois.